Oui, bonjour chers amis internautes et téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de débattre de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo dans tous ses contours. Et étant donné que les choses ne nous paraissent pas claires et par là aussi divisent tant d'entre nous, alors nous allons ici essayer de débattre avec mon grand frère Chakara Moutela et donner un peu notre, comment dirais-je, notre point de vue sur la situation qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors Chak, que penses-tu de la situation actuelle? Et bon, nous allons essayer d'opposer un peu nos vues. Et à partir de là, bon, on saura, on verra ce que cela va donner. Et notre objectif ici, c'est de débattre de ce qui pourrait nous diviser, mais tout en sachant que nous avons un même seul objectif, c'est de sortir le peuple congolais de cette situation. Alors, toi, que penses-tu de la situation aujourd'hui actuelle en République démocratique du Congo? Waouh! Vous voyez, aujourd'hui, si moi je parle, si on va débattre là, je me mets dans une position où ça va faire plus de 30 ans que je fais partie de ce pays-là. J'ai toujours gardé une connexion parce que j'ai des enfants qui sont là-bas, il y a des médecins, j'ai toute une famille, j'ai mes soeurs, j'ai tous ces gens-là. Mais j'ai vécu le Congo, moi. Je veux partir d'une petite vision, hein, un petit rétro. J'ai vécu au Congo dans un pays où, quand on faisait des études, on savait qu'un jour on avait un travail. Donc dans un pays prospère. Prospère. Et au fur et à mesure des années, nous avons vu la chute. Tous, on l'a vu. Et surtout les 15 dernières années, là, c'est l'horreur. Personnellement, hein, pour moi, c'est inconcevable qu'un pays qui est stratégiquement la plus puissante, la plus riche au monde, et je le dis sans embâche, c'est vraiment un très très grand pays, historiquement, philosophiquement, culturellement, sur tous les plans, ce pays-là est énorme. Mais il s'est passé que c'est pas ça. Ce qu'on voit là, c'est incroyable. Je ne reconnais même pas. Quand je regarde Victoire, hein, un moment j'ai vécu à Kassavubu, je connais l'avenue Victoire. Et quand je vois Victoire en terre, alors que c'était l'asphalte, je me dis, mais qu'est-ce qui est tombé là-dessus? C'est la raison pour laquelle je tiens à ce que nous faisons l'abcès pour qu'on essaie vraiment, c'est-à-dire, moi, sans te mentir, chacun, je ne veux pas te mentir. Je veux attaquer là où ça fait mal. Mais vas-y. Parce que je trouve que ce que tu dis là, et tenant compte de la configuration actuelle des choses, au lieu que les choses soient bien claires, mais les choses s'embrouillent. Ouais, ça s'embrouille pourquoi? Moi je pense que ça s'embrouille parce que il y a un côté, pendant une quinzaine d'années, il y a eu un gouvernement. C'était pas des gens vraiment qui aimaient le Congo. Sincèrement, hein, pour moi, hein, je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que c'est pas les gens qui aimaient le Congo, ils aimaient plutôt
profiter du Congo, oui, se remplir les poches. oui. Donc, et là, quand je trouve que il y a un gouvernement qui est en train de se faire, de se mettre en place, et que en même temps, on sait que les gens qui ont détruit ce pays-là, pratiquement, qui sont en train de, sont là, et on les retrouve encore aux affaires. Alors moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Tu vois, moi, je suis un Afro-Européen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder objectivement, c'est quoi, qu'est-ce que devient mon pays d'origine, tu vois. C'est vraiment ça, Charles. Mais il faut reconnaître qu'ils ont mis dans une situation inédite. Tout à fait. Nous nous trouvons dans un cas de figure où rien n'est clair. On dirait que cela leur plaît d'embrouiller carrément le peuple. Parce que dans cette situation, moi, ce que je vois, c'est le peuple qui est perdant. Parce que les cartes ne sont pas claires. Non, ne sont pas claires. Mais en même temps, je me dis, il y a un jeune président qui est là maintenant. Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter? Est-ce qu'il a j'espère qu'il a les reins solides, hein, pour surmonter tout. Parce que ça va être lourd, c'est du lourd là. La RDC, c'est du lourd. Donc il faut vraiment que... Je sais pas. Non, moi je pense que la question n'est pas forcément d'avoir des reins solides. La question est de voir, et la question est que c'est que la marge de manœuvre est réduite. Ouais. Parce que là, on voit que ceux qui ont été là s'imposent. En tout cas, ils ont tout fait pour imposer la loi du plus fort et leur cas de figure. Ce qui laisse un goût d'inachevé auprès de la population, et on se retrouve dans un cas de figure où on se demande qui sont réellement dans l'opposition. Parce que on a vu les élections n'ont pas été à leur terme, les élections ont été interrompues. Et cette interruption a causé pas mal de problèmes. Bon, on s'est dit, en tout cas moi je l'ai dit, c'est bizarre, c'est comme si le fait d'avoir vu l'autre courant, Lamuka, qui par son nom prenait de l'ascendant au lieu d'aller jusqu'au bout, ils ont interrompu parce qu'ils ont vu que Lamuka semblait faire peur à ceux qui étaient là en place. Et à partir de là, le peuple congolais s'est senti berné. Et aujourd'hui, au lieu que nous nous trouvons dans un cas de figure où on arrive à rassembler tout le monde, et cela est devenu impossible parce que les prises de position se sont accentuées, sont devenues presque extrêmes. Que je trouve que les gens ne raisonnent plus tout en tenant compte des valeurs qu'ils représentent, mais ils raisonnent plutôt en fonction de la conjoncture qu'on leur a imposée. Et ce qui fait que cela ne peut que bénéficier à ceux qui étaient là et qui s'imposent encore. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Tout à fait, mais il y a ce... vous voyez, c'est là où moi, deux fois je me dis, vous voyez, nous, les Africains, la plupart des Africains, ou les Congolais, nous sommes des pays de régime royaliste. Vous comprenez? Et maintenant, depuis l'indépendance, les indépendances, on nous a amenés vers une démocratie. Est-ce que... C'est là où moi je me dis, au nom de la démocratie, il y a des gens qui ont presque détruit, qui allaient détruire ce pays-là, se retrouvent en majorité, et du coup, ça bloque le développement d'un pays. Moi, la première des choses qui me plaît, c'est que celui qui est maintenant à la présidence, c'est un fils de ce pays-là. Ça, c'est déjà un point positif. Mais maintenant, est-ce qu'il a... ouais, voilà, parce qu'il ne peut pas vraiment fonctionner parce que au nom de la démocratie, il est minoritaire quelque part. À l'Assemblée déjà, c'est très compliqué. Même s'il reste le magistrat suprême du pays, il a toutes les décisions, mais
nous sommes dans un pays démocratique, c'est République démocratique du Congo. À partir du moment où le mot démocratie existe, ah là là, c'est contre ça qu'il faut commencer à penser. Oui, je veux bien, mais il faut aussi reconnaître que la démocratie a pris un coup depuis quelque temps. Parce que là, il y a quelque chose d'inédit, c'est-à-dire, je ne veux pas me lancer à critiquer nos politiciens, quoique je les trouve déjà coupables de nous avoir mis dans cette situation. Absolument. Mais, on a quand même vu ce qui se passait. Je ne sais pas si tu as vu les déplacements que faisait Martin Fayulu avec la Mouka partout dans le monde. Et on était là, on était dans un cas de figure qui aurait dû être résolu, non seulement par un conseil supérieur, je sais pas, conseil, c'est quoi déjà constitutionnel. Constitutionnel. Mais le conseil constitutionnel n'a pas respecté ses prérogatives. On a senti qu'il était dans un camp. Alors que moi j'étais même arrivé à me dire que au fond, celui qui a la clé de cette situation aujourd'hui, ça ne peut pas être les politiciens, c'est la population. La population doit faire part de son mécontentement et dire s'il accepte cette situation ou pas. Parce que la population, je crois que si la population décide de faire entendre sa voix, les politiciens reviendront à la raison. Moi, en tout cas, moi, c'est tout ce que je pense. Donc, c'est quand j'arrive là, je dis, il y a quelque chose qui cloche dans la politique congolaise actuellement. Et la légitimité, autant de tout ce qui s'est passé, des gouverneurs, de tout, ça me dépasse. Parce que je ne vois pas cette légitimité, je ne vois pas ce Sénat être majoritaire, à l'Assemblée qui soit majoritaire, alors qu'ils ont été désavoués pendant les élections. À quoi ça nous a servi les élections? À quoi nous ont servi tous ces millions qu'ils ont mobilisés si c'était pour arriver dans cette situation? C'est ça le vrai problème. C'est que il y a un président, mais je ne crois pas du tout, parce que je ne crois pas à ce Sénat, je ne crois pas à cette Assemblée, je ne sais pas. Maintenant, moi je suis un peu perdu avec la situation de ce pays-là. Je me dis, peut-être que il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en ce moment, qui traînent là autour, qui n'ont pas de responsabilité. On nous ramène les vieux classiques qui ont presque détruit ce pays-là. Qui ont détruit ce pays, pas presque, ils l'ont détruit. Ouais, mais on a encore de la chance de refaire les bonnes choses, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Mais comment faire? Ah, voilà la question. Voilà une bonne question. Non, mais moi je pense que, bon, les gens ont bien compris que cet état de fait ne nous plaît pas. Non. Parce qu'elle ne correspond pas à l'attente du peuple congolais, de la population, et cela date depuis 18 ans. Nous avons l'impression que nous avons affaire à des gens sans foi ni loi qui se moquent du peuple. Pour cause, tu as vu l'état dans lequel se retrouve aujourd'hui la République démocratique du Congo, à commencer par Kinshasa, tu as cité le cas de Victoire, mais on peut aller encore au-delà. Rien ne fonctionne. Comment peut-on admettre que ceux qui ont détruit reviennent pour construire? Ah ouais, c'est là le problème. Et c'est là où moi je me dis, bon, ça veut dire que ceux qui sont là, ça veut dire que la RDC, à un certain moment pendant les 15 dernières années là, ils avaient pris des contacts avec des contrats avec des multinationales, qui sont là, qui font que ces gens-là existent encore. Ça, il faudrait qu'on y pense bien, parce que les gens ont été désavoués parce qu'ils ont presque détruit le pays, et on les voit encore revenir au pouvoir. Et quand on gratte un tout petit peu, on voit qu'il y a des multinationaux, des multinationaux qui sont derrière. Ça veut dire qu'il y a des contrats sur le cuivre, il y a des contrats
sur le coltan, il y a des contrats sur l'uranium, il y a des contrats sur plein de choses, même sur le bois. Bon. Mais moi, comment on peut inverser ces contrats-là? Mais justement, Jacques. Qui peut casser ces contrats-là? Comment? C'est ça les questions que les politiciens devraient se poser aujourd'hui. Moi, je crois que si on essaie de bien un peu creuser dans les droits, sur le plan international, on va trouver des failles. Parce que quand on voit ces contrats-là, c'est pas pour enrichir le peuple, mais c'est pour un enrichissement personnel. C'est-à-dire qu'il y a la corruption. Mais la corruption. Maintenant, qui va être monsieur anticorruption? Qui va être Elliot Ness ici maintenant? Elliot Ness. Oui, c'est vrai. Mais moi, je crois que nous, en tant que peuple, il nous revient de plein droit de remettre tout sur la table. Parce que le peuple ne tire pas profit. Et cela saute aux yeux quand on voit l'état de nos pays. Et on doit revoir dans un premier temps nos institutions. À commencer par la Cour constitutionnelle, qui pour moi relève d'une cour inconstitutionnelle. Celle-là, j'aime bien. Oui. Les politiciens, au fond, nous voyons des têtes qui se disent politiciens, mais ils ne proposent rien. Non, y a rien. Et penses-tu vraiment, mon Chakara, que parmi les, soi-disant, je sais pas, les 80 millions de Congolais, qu'il n'y a pas des Congolais qui ont des bonnes têtes pour gouverner ce pays, pour donner une impulsion positive? Non, si, il y en a. Mais ils ne sont pas dans le circuit, c'est ça le problème. C'est qu'ils ne sont pas dans le circuit. Ou tout simplement, à partir du moment où on sait que ce type-là, il est valable et qui va bloquer leur connerie, ils vont soit t'éliminer, soit faire que tu ne puisses pas intervenir. Ben c'est ça la corruption. Ouais, mais c'est ça la corruption. Eh ben écoute, il faut qu'on trouve comment. Oui. Comment y arriver. Mais moi je pense que ce problème, le problème de la RD au Congo aujourd'hui, a mis en lumière un certain fonctionnement de nos grandes institutions internationales telles que les Nations Unies et d'autres. Parce que si ces institutions-là étaient claires sur leurs décisions, aujourd'hui tout cela n'allait pas se passer. Là tu me parles des Nations Unies. Là, je crois, ils sont en RDC depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ils n'ont rien fait. Et il y a encore des morts, il y a des trucs. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a en 95, il y avait une série d'Ebola en RDC. On s'est tapé avec des amis aux États-Unis. Je suis allé jusqu'à Stanford, chercher, rencontrer des savants, discuter, me dire mais c'est pas possible, comment ça peut arriver? Tous les artistes californiens se sont mis en place. On a fait un concert avec 200 musiciens. Même pour les 50 ans des Nations Unies, on est allé là-bas à Union Square. On a fait un concert là-bas. Je suis allé jusqu'à Washington, chez professeur Gallo. Montagnier est venu. C'est le professeur Eisenberg qui appelait Montagnier. On s'est mis là. J'ai joué pour eux. J'ai dit, mais pourquoi Ebola au Congo? Et qu'est-ce que j'ai vu? Quelques mois après, il n'y avait plus d'Ebola. Là, ce sont d'Ebola est passé. Et maintenant, j'entends encore ça repart. Heureusement, qu'est-ce que j'apprends? Que Mouyembe, il a trouvé la solution comment arrêter, comment faire ce truc d'Ebola. Est-ce que, tu sais la question que j'avais posée à cette époque? J'ai dit, est-ce que c'est pas une arme chimique? C'était la question que j'ai posée. Et personne n'a pu me répondre à Washington. Tu vois? Donc c'est... tu sais, il y a des choses que... les Congolais, il y a des Congolais valables. Ça, c'est le côté santé. Je parlais, moi, de ce côté artistique. Regarde le Congo.
il y a 80 millions d'habitants, plus ou moins. Le Congolais, artiste congolais, n'a pas besoin de sortir de son pays pour aller n'importe où vendre ses disques. Non. Il suffit qu'il vende son album à 5 $. S'il vend ne fût-ce que la moitié de la population, même 10 millions, il aura 50 millions de dollars. Est-ce qu'il a investi 50 millions de dollars pour faire son disque? Non. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. J'essaie de demander, j'ai envoyé un courrier, j'ai envoyé un mot en disant il faut qu'on fasse l'état de droit de la culture en RDC. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et regarde le jeune là qui vient de mourir, comment s'appelle, le DJ Arafat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans une interview que j'ai d'ailleurs partagée sur les réseaux, il dit la musique africaine vient du Congo. Ce n'est qu'une vérité. Et qu'est-ce qui fait que cette musique africaine qui vient du Congo, qui vient du Congo, à l'époque de Calais et des autres, ça prenait toute l'Afrique. Tout le monde chantait Africa Mokili Mobimba. Tout le monde chante toutes les chansons de Calais, de Nico, de Franco et tout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus le cas? Donc, il y a quelque chose qu'il faut remettre en place. Tu vois, Brazos, il ne peut pas être comme il est là. Brazos a joué dans Africa Mokili Mobimba. Et regarde, il est là, il est en train de presque mourir. Il n'a rien. Mais vous vous imaginez ça? Non, mais ce pays-là, on a besoin de tout remettre en place, de tout refaire. Bon, voilà. Mais de tout remettre en place avec des nouvelles têtes. Mais absolument. Et moi, je pensais à une chose. Puisque je vois que les choses au Congo ne sont toujours pas claires, pardon, ne sont toujours pas claires, et je me rends compte que la diaspora congolaise, tenant compte de l'état piteux de notre pays, pardon, et on a l'impression que le peuple congolais ne prend pas les choses en main comme ce qu'on a vu dans les pays du monde arabe tels que Algérie, Tunisie et voire même au Soudan. Mais moi je me dis une chose. Faut pas que le Congolais continue à se plaindre ou à nous amuser, parce que j'ai vu deux fois d'autres Congolais qui s'en prenaient un peu à ceux de la diaspora qui soi-disant les mettaient dans une situation impossible, mais tout en oubliant que si ils arrivent à survivre, c'est grâce à ceux de la diaspora. Absolument. C'est pas l'État. Et si nous aujourd'hui, nous de la diaspora, on disait que on va mettre un embargo, on leur envoie plus rien pendant un mois. Ah non. Pendant un mois, le temps qu'ils réalisent un peu la situation dans laquelle ils sont, je crois que cette révolution-là, ils vont la mener. Bien sûr. Je crois qu'ils vont faire fuir tous ces gens-là. Chaque année, les Congolais envoient plusieurs milliards d'euros ou de dollars au Congo. Et c'est comme ça que des enfants vont à l'école. Bien sûr. Bon, là j'ai appris qu'on a dit maintenant on paye plus l'école. L'école sera gratuite. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment de bancs? Est-ce qu'il y aura des choses? Donc il y a un boulot à reconstruire. Mais Chaque, ce que tu dis, moi je dirais plutôt que c'est de la bonne foi. Ouais. Mais on ne peut pas reconstruire ce pays, avec ceux qui ont été là, ont détruit. Ouais. Est-ce que l'autre fois, tu as vu comment dirais-je, la vidéo qu'on nous passait dans les réseaux sociaux, où on entendait, comment il s'appelle déjà le Rwandais là qui se dit Banamulenge, celui qui est ministre là, c'est Bizima. Rouberois. Hein, où il parlait et... Il dit quoi? Mais il fallait suivre la vidéo. Ah, j'ai pas suivi ça. Où on a tout compris qu'ils étaient à l'origine des crises qui se passent au Congo. La vidéo a fait un buzz. Hein, oh là là. Et c'est pas normal. Et on revoit cet individu-là dans les institutions. Il occupe toujours les postes clés, les postes à problème. Moi, je crois que il faut
je sais pas chaque, hein, mais je pense que nous avons suffisamment de quoi pour prendre en charge ce pays. Ouais. Parce que la vision qu'on a, vraiment, je suis écœuré par ce qui se passe. Écœuré. Des intellectuels qui me font penser à des moutons de Panurge, des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont en train de mettre sur un piédestal celui dont ils appellent leur autorité morale. Tu te rends compte? Autorité morale. Autorité morale. Comment on peut appeler ce type-là autorité morale? Son autorité morale est militaire. C'est que ce type-là a engraissé autour de lui plein de gens qui ne jurent que par lui. Mais bien sûr. Et du coup, il est devenu autorité morale. Alors que, est-ce que la morale, c'est engraisser les autres pour prendre le fauteuil d'autorité morale? Ça, ça me... Non, ça, c'est mes chaque. Ça, moi, j'appelle ça, c'est une autorité immorale. Et aujourd'hui, quand on nous parle des excellences, tu te rends compte? Les gens, c'est-à-dire, ils sont en train de banaliser ce qui a de l'importance. Vous appelez excellence quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Qui a détruit le pays. Et tous ces ministres, ces députés qui se pavanent de choses comme ça là, ils ne sont pas en train de réaliser à quel point ils nous ridiculisent sur le plan international. C'est incroyable. Chaque, je suis en colère. Je veux que il y a de quoi nos frères et sœurs qui sont au pays, nos parents, ceux qui sont en deuil, et le peuple aussi l'est, tous ceux-là qui se disent que ils ne sont pas les seuls à en souffrir. Nous aussi, nous en souffrons. Et je pense que si nous continuons dans ce flou artistique, du jour au lendemain, on apprendra que le Congo ne nous appartient pas. Ouais. Là, c'est terrible. C'est terrible d'apprendre ça. Non. Tu sais quoi? Oui. Je pense que il n'y a que la diaspora qui peut aider ce pays-là à se relever, la diaspora congolaise. Là, je lance vraiment un petit mot à tous nos amis de la diaspora. Ouvrez les yeux. Ne laissez pas ce joyau de l'humanité entre les mains de qui que ce soit, s'il vous plaît. Ah, Jacques, ça c'est bien. Parce que il faut... Vous savez, nous n'avons pas que ça à faire. Mais nous passons le plus grand moment de notre temps à réfléchir sur la problématique congolaise. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, mais aujourd'hui, ce qui me dégoûte et ce qui me déplaît, c'est de voir qu'il y a des gens qui hier accusaient, qui hier parlaient de démocratie. Aujourd'hui, ces gens-là, même des jeunes, qui sont en train d'empêcher d'autres de faire entendre leur voix. Et ce qui me déplaît encore, c'est de voir que les gens commencent à faire comme ceux-là dont ils reprochaient des choses. C'est-à-dire, ils sont toujours dans l'intimidation, dans la menace, là où il faut argumenter et montrer au peuple qu'ils ont suffisamment de bagages intellectuels pour trouver des solutions à cette population. Le peuple congolais ne doit pas se voir pris en otage. Parce que comment tu peux expliquer? Un pays où nous avons toutes les richesses et on est pauvre. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que moi je pense que le Congo, ça vous devez vraiment le savoir, la RDC doit pouvoir créer ses téléphones sur place. Il doit pouvoir. On n'a pas besoin on a le barrage, le plus grand barrage au monde qui peut donner de l'électricité, le Inga 1, 2, 3, 6, tout ça c'est bien fait. On peut vendre l'électricité dans toute l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Donc, sachons qu'est-ce qu'on a en main. C'est vraiment aux intellectuels et aux politiques congolais qu'on lance ce message. Sachez très bien ce que vous avez dans les mains.
Et sachez l'utiliser aussi et le développer. Mais vraiment avec le bon cœur. Vous avez une chance inouïe d'avoir un pays comme celui-là, qui n'existe nulle part ailleurs. Et vraiment, prenez conscience de ce qu'on est, sur tous les plans. On a des savants chez nous, on a tout ce qu'il faut chez nous, enfin au Congo. Mettez-vous en place et reprenez en main ce pays. Donnez-lui cette chance, vraiment de tout cœur. Hein. Allez-y les gars, arrêtez de bloquer et faire n'importe quoi. Et moi, je m'adresse particulièrement, comme mon grand frère ici, Chakara, l'a dit, que nos politiciens, nos soi-disant politiciens, nos pasteurs, ceux qui nous pourrissent la vie à longueur de journée, nos intellectuels, ceux qui n'ont de bagage que leur diplôme et manquent de sagesse, il serait temps que vous arrêtiez à nous faire passer pour les idiots de la cour. Le peuple congolais n'est pas un idiot de la cour. Il serait temps que vous vous retirez et laissez la place à ceux qui aiment ce pays-là, qui aiment ce pays et qui apportent à ce pays. Nous sommes là, que nous apportons notre expertise et aussi gratuitement. Et je suis sûr que cette expertise doit certainement vous interpeller. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir autant de bagages, mais pensez, ayez de l'empathie pour ce peuple congolais. Faites de telle sorte que ce peuple se retrouve. Nous sommes dans un état, dans une situation où nous sommes un peuple qui est encore sous occupation. Quand on voit ceux qui sont à la tête de nos institutions, surtout de l'armée, des choses comme ça. Vous savez, nous avons les yeux pour voir. Et vous ferez mieux de prendre toutes les dispositions, parce que à cette allure-là, je vous assure, le jour que le peuple congolais prendra conscience, je pense que tous ces gens-là vont fuir et n'auront même pas le temps de faire leur bagage. Et même ces caisses, des millions de dollars qui traînent dans leur chambre, dans leur maison. Non, mais tu sais ce qui est drôle, c'est que tous ces gens-là, ils ont des comptes à l'étranger. Ça veut dire que leur argent est ici. Et ils sont là-bas, avec le peu pour vivre, hein, décemment d'ailleurs. Et le peuple n'a rien. Cette situation doit absolument changer. On ne peut pas, un Congolais ne doit pas sortir autant d'argent pour mettre dans un pays occidental ou n'importe où, un paradis fiscal. Il faut arrêter ça. Comment on peut arriver à ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des vraies institutions. J'ai appris qu'ils ont trouvé un monsieur anticorruption là-bas. Oui. Je ne connais pas, mais bon. Non, moi, en tout cas, dans le cas de figure actuel de notre pays, avec un gouvernement pléthorique, je ne peux pas croire à un monsieur corruption comme nous l'envisageons, Elliot Ness et sa bande. Moi, je crois que les incorruptibles viendront de l'extérieur du pays et seront en dehors de ce régime. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit dans cette situation qui, je sais pas, quand je vois les multinationales qui jouent le jeu, je me dis, il y a un problème, ça. Il y a beaucoup de morts là-bas à l'Est. Hein. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? Mais ce sont les multinationales qui sont derrière. Et les politiques. Ben oui. Et on voit, regarde par exemple, le coltan, c'est le coltan je crois. Hein? On a mis au Rwanda, on a installé une usine pour faire pour traiter le coltan là-bas. Tout ça. Alors que eux, ils n'ont pas de coltan. Ils n'ont pas de coltan. Et tout ça, je l'avais lu dans un article qui était bien fait, où on disait que bon, c'était pour justement faire de ce coltan du sang un coltan propre, parce que
cette entreprise qu'on a mis là, sur le plan international, cette entreprise donne une carte blanche. Ouais. Et c'est ça. Donc il y a des problèmes. Non, il y a vraiment des problèmes. Il y a vraiment des problèmes. Moi je pourrais dire au président Félix, aide ce pays-là.